Je vais vous laisser vous installer à nouveau tranquillement. On va pouvoir reprendre sur la suite. Donc pour la deuxième partie de matinée, on a la chance aujourd'hui de recevoir Laetitia Requin de la commune de la Roque-Brussanne et Périnio de la commune de Fréjus. Toutes deux, en fait, ont déjà très largement sur leur collectivité respective impulsé une dynamique inclusive au sein de leurs accueils de loisirs. Et l'idée aujourd'hui, c'était de pouvoir vous présenter des exemples concrets d'actions inclusives en faveur des enfants porteurs de handicap et à besoins spécifiques qui sont faites sur les accueils de loisirs. Donc voilà. Bonjour à tous, donc Laetitia Requin, je suis responsable du service enfance et loisirs pour la commune de la Roque-Brussanne. Et j'ai été invitée par le Paris pour présenter le projet inclusif qu'on a mis en place depuis 2020-2021. J'ai été auparavant animatrice, puis directrice de centre de loisirs en milieu associatif et en structure municipale. Alors la présentation rapidement, juste l'historique en fait de comment on est venu à parler d'inclusion sur la commune, la place des enfants et des familles, la démarche de coéducation et puis nos perspectives d'évolution puisque le projet est toujours en cours de développement. Ah mince, je suis allée trop vite. Non, c'est là. Alors, pour commencer, ça me semblait important de parler d'abord du PEDT parce que ça a été un appui très important pour la démarche inclusive. On l'a mis en place en 2014 quand il y a eu la réforme des rythmes et ça nous a vraiment permis de créer du lien avec les deux écoles sur la commune. Alors c'est une toute petite commune, 2500 habitants, 2 petites écoles, une élémentaire, une maternelle. Donc forcément la proximité fait que c'est plus facile peut-être pour créer du lien avec les équipes enseignantes. Donc on a commencé petit à petit à faire des projets en commun, des activités sur temps scolaire ou même en période extrascolaire avec des enseignants qui étaient partants pour nous rendre l'appareil. On a participé aux classes transplantées, des fêtes d'école qu'on a organisées ensemble. Et donc la cohérence en fait pédagogique est venue après, d'abord complémentaire puis ensuite cohérente. Au fur et à mesure des liens qui se sont créés vraiment entre les deux équipes, enseignantes et animation, rapidement sont venues les difficultés partagées, notamment liées aux enfants à besoins éducatifs particuliers avant, des enfants en situation de handicap et notamment sur des troubles du comportement avec la place de l'enfant dans un groupe, dans une classe, le vivre ensemble. Et ça a rapproché vraiment encore plus les équipes puisqu'elles se sont rendues compte qu'elles vivaient les mêmes difficultés. Donc en 2016, donc un an après la création du service, pour commencer en fait à prendre en compte le bien-être de l'enfant en général et pas seulement l'enfant à besoins particuliers, on a proposé des cycles de formation en communication bienveillante pour d'abord les agents d'animation, puis ensuite les ATSEM qui font partie du service aussi. Et voilà, on a commencé un petit peu à développer cette méthode de communication. Je pense qu'aujourd'hui tout le monde la connaît, mais qui replace en fait l'enfant en priorité et qui permet une autre méthode en fait d'écoute pour prendre en compte les besoins des enfants et puis peut-être aussi prendre du recul sur les attentes qu'on a en tant que professionnel sur l'attitude des enfants. Donc on a continué sur 3 ans à faire ces cycles-là et ça a permis aussi de créer de la cohésion entre les équipes, entre équipe animation, équipe d'ATSEM, enseignants, puisque on est dans une démarche empathique et d'écoute. 2018, c'est là où ça a pris un peu plus de place et où on a commencé en fait à être invité automatiquement aux équipes éducatives, puisque l'équipe enseignante avait connaissance des démarches qu'on mettait en place auprès des enfants. Donc ça a pris ce petit virage-là. Et en 2019, on s'est inscrit dans le dispositif de formation loisirs handicap. Et c'est là vraiment où toute la dimension d'inclusion a été évidente et on s'est lancé
on s'est lancé dans un projet avec un plan d'action, avec des formations, des outils à mettre en place petit à petit, et on continue. On avait mis en place ce projet sur 2 ans, mais il est toujours en cours. Voilà, on l'adapte, un vrai projet, comme un projet d'animation finalement. Voilà. Et dans ce dispositif-là, en fait, la première année, sur le module des troubles du comportement, j'ai eu l'idée de demander à la CAF à l'époque si j'avais le droit d'inviter les enseignants et les AESH sur ce module-là, puisqu'ils rencontraient les mêmes difficultés. Et j'ai eu l'autorisation. Et en fait, sur cette journée-là, on s'est rendu compte que c'était encore plus fédérateur, et d'avoir tous les mêmes apports théoriques, de partager les mêmes difficultés, d'obtenir les mêmes réponses. Ça nous paraissait évident qu'il fallait continuer dans ce sens-là. Donc depuis, en fait, c'est inscrit dans le temps, et chaque année, il y a une journée de formation qui est organisée du coup par le service et qui est financée par la commune, mais qui est pour tous les professionnels en fait éducatifs de la commune, et même cette année, la directrice de la crèche. Donc c'était sur les troubles du spectre autistique. On choisit en fait la thématique ensemble. Comme on a accueilli 3 enfants TSA en petite section cette année, c'était évident qu'on choisisse cette thématique-là. Voilà. Sur une autre partie formation aussi, quand on a arrêté le cycle de communication bienveillante, on a mis en place ce qu'on appelle les APP, les analyses de pratiques professionnelles, avec une psychologue qui vient une fois par période pour l'équipe d'animation et ceux qui ont envie de s'y greffer, et une fois pour les ATSEM. Et chacun peut partager en fait ses difficultés en termes d'encadrement, et la psychologue peut donner des outils, ou alors même ils peuvent se donner des outils entre eux. Enfin, c'est un temps dédié pour les équipes. Voilà, est-ce que j'ai tout dit? Oui. Donc ensuite, les enfants et les familles. Donc toutes les familles sont informées du projet inclusif. En fait, il y a une plaquette annuelle qui sort chaque année avec les petites infos, les contacts, les dates d'ouverture. Et il y a une partie en fait qui est réservée à ce projet-là, pour que toutes les familles soient au courant qu'il y a cette volonté en fait sur la commune d'inclure tous les enfants. On participe aussi aux réunions en fait des futures petites sections qui vont rentrer, des futurs CP. On est vraiment toute la communauté éducative est à ce moment-là présentée, que ce soit les enseignants ou les animateurs. Voilà pour toutes les familles. Alors, en fait, il y a deux cas de figure pour un enfant qui a des besoins particuliers. Soit l'école organise une équipe éducative de préscolarisation, et comme on y participe, on recueille les informations à ce moment-là et on présente aussi le projet. Soit, en fait, c'est une rencontre avec la famille. Donc peut-être, Marie, si tu veux bien afficher la fiche enfant, où en fait, simplement, on a rajouté un petit encadré où les parents peuvent cocher s'il y a un PAI ou s'il y a une situation de handicap reconnue. Non, il s'affiche pas. Bon, après, c'est pas très très grave, hein. C'est sur la fiche enfant, un petit encadré avec mon enfant suit-il un régime spécifique, un PAI, enfin voilà. Et ensuite, le directeur du centre de loisirs prend contact avec la famille et organise une rencontre. C'est pas grave, Marie. Non, après, peut-être ce qui serait bien, c'est la fiche profil, parce que c'est le document qu'on utilise le plus. Et ensuite, on a différents supports qu'on adapte. C'est vraiment du cas par cas. Soit il y a une situation de handicap qui est reconnue avec une notification MDPH. Le parent, il est déjà hyper expérimenté sur le parcours de son enfant. Il y a déjà une équipe de professionnels qui intervient. Dans ce cas-là, on fait un projet d'accueil, si la famille est d'accord, bien sûr. Et c'est lors de cette rencontre où sont établis les besoins et les attentes des deux parties, que ce soit les familles ou le centre de loisirs. L'école peut être informée de ce projet d'accueil aussi, mais finalement on l'utilise pas tant que ça, parce que c'est un document qui est lourd, et les familles qui ont des enfants en situation de handicap, ils ont déjà énormément de démarches à effectuer. Donc en fait, ce qu'on utilise le plus, c'est la fiche profil. Voilà. Donc on voit. Donc celle-ci, elle est utilisée aussi sur temps scolaire, puisque
j'ai été confrontée à un moment donné à un peu de peur d'une directrice d'école qui s'est posé la question du partage de données et de la protection des données. Donc voilà, j'ai sollicité tout le réseau de partenaires qui pouvaient m'aider à trouver une solution, et l'Éducation nationale a validé cette fiche et a permis à la directrice effectivement de partager les informations. Donc c'est très simple, hein, juste sont remplis que les cases qui sont nécessaires. Parfois, il n'y a pas besoin de toutes les remplir, mais ce qui est important à savoir pour l'équipe qui va accueillir l'enfant, les trucs et astuces, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, les outils utilisés, s'il y a des petites astuces qui ont été trouvées, que ce soit par la famille ou par l'équipe de professionnels, les interactions sociales, le profil sensoriel, l'autonomie, les repas, les goûters, comportements problématiques, la vigilance et les activités jeux s'il y a des adaptations à faire. Et en fait, cette fiche, elle évolue au fur et à mesure de l'accueil de l'enfant. Et alors, on a ajusté au fur et à mesure, parce qu'au départ, toutes les fiches étaient sur chaque site. Et l'idée, c'était que les animateurs puissent, à un moment donné, venir les modifier quand c'était nécessaire. Mais sauf que les animateurs, ils n'ont absolument pas le temps de faire ça sur le terrain. Donc, une fois par période, il y a une réunion qui est dédiée au suivi des enfants à besoins éducatifs particuliers, parce qu'on ne parle pas que des enfants en situation de handicap. Et il y a un temps d'échange en fait sur ces fiches. Bon, est-ce qu'elle est encore nécessaire pour cet enfant? Non. Bon, on passe au suivant. Bon, là, qu'est-ce que ça a évolué? Et ça permet aussi de voir l'évolution, parce que quand on a la tête dedans, des fois, et puis que c'est compliqué, parfois on se dit mais pourquoi on fait ça? Quel est le but? Alors que là, on voit qu'il y a eu une évolution, si petite soit-elle, et on peut continuer à remplir les colonnes. Voilà pour la fiche profil. Et après, le dernier outil qu'on utilise, c'est la convention panier repas. Là, c'est vraiment pour formaliser en fait formaliser le dispositif, et on le fait même s'il n'y a pas de PAI finalement. Alors, est-ce que j'ai tout dit? Après, le suivi avec les familles, c'est pareil, ça se fait au cas par cas. On s'adapte avec les attentes des familles, soit ça se fait par téléphone, soit ça se fait à la fin de la journée d'accueil. Comme de toute façon toute l'équipe est au courant du projet, des objectifs qui sont mis en place, elle peut s'adresser à n'importe qui. Ou alors ça peut se faire lors de rendez-vous. Il y a des familles qui aiment bien quand même avoir un rendez-vous régulier de façon très structurée, donc on s'adapte. Voilà, et sur la fiche profil, j'ai pas précisé, les ATSEM aussi, elles ont une réunion par période dédiée au suivi des enfants, parce qu'en fait, elles n'observent pas les mêmes choses que nous, et vice-versa, et c'est très complémentaire, en fait. Et ça permet aussi, après, en équipe éducative, etc., de mettre en avant, il y a cette situation problématique à l'école, mais pas au centre de loisirs, ou vice-versa. Pourquoi finalement, il y a cette différence-là? Donc, c'est vraiment un outil très intéressant et qui, je pense, peut faciliter en fait l'inclusion et la prise en charge des enfants. Donc ça, c'était pour le avant l'accueil. Ensuite, les adaptations, s'il y en a à faire, que ce soit au niveau matériel spécifique. Donc là, on commande ce qu'il y a à commander, et puis c'est partagé, que ce soit sur temps scolaire ou temps périscolaire ou méridien, peu importe. C'est dans l'intérêt de l'enfant, donc on se prête le matériel. S'il y a besoin d'une personne dédiée à l'enfant, si c'est indispensable, on recrute un animateur supplémentaire, ou s'il faut vraiment quelqu'un de spécifique pour suivre l'enfant, on le fait. Mais on s'est rendu compte avec l'expérience que c'est mieux d'avoir un animateur qui renforce l'équipe et qui peut se détacher si besoin, et que ce soit pas toujours le même, en fait, puisqu'on est dans une démarche d'inclusion, et peu importe en fait qui se détache pour prendre en charge cet enfant qui, à un moment donné, ne peut plus être dans le groupe. Donc maintenant, on essaye de fonctionner de plus en plus comme ça. Qu'est-ce qu'on a comme adaptation aussi? Le temps. En fait, est-ce qu'on fait une inscription à la demi-journée? Est-ce qu'on fait une période d'adaptation? Donc on a vraiment adapté là aussi le règlement de fonctionnement du service, avec des inscriptions à la demi-journée, avec repas, sans repas, mais on le fait vraiment quand il y a un projet d'accueil et une démarche avec la famille. Voilà, tout le temps.
financiers, donc tarifs spécifiques, je l'ai dit. Alors, pendant l'accueil, donc on garde le lien avec la famille, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, j'ai été trop vite. Le lien est vraiment ce qu'il y a de plus important, en fait, qui est essentiel dans ce cadre-là, et avec n'importe quel enfant d'ailleurs, entre les équipes au sein de la communauté éducative, mais aussi avec les parents. Voilà, ça j'en ai parlé aussi. Je crois que j'ai fait le tour. Et après, en termes de financement, c'est le budget de la mairie qui est l'équipe municipale est d'accord pour allouer un budget à ce projet-là, et soutient aussi les écoles. Donc, du coup, s'il y a besoin pour le temps scolaire, c'est du temps scolaire. S'il y a besoin pour le temps périscolaire, c'est pour les temps périscolaires. Mais c'est toujours dans l'intérêt de l'enfant. Et après, il y a le soutien CAF avec le bonus handicap qui peut être avancé aussi. Alors, ça couvre pas tous les frais, mais il y a quand même ce petit coup de pouce. Et maintenant, on arrive après l'accueil. Donc après l'accueil, un bilan avec l'équipe en fin d'année scolaire, en fait, sur la dernière réunion de suivi des enfants à besoins éducatifs particuliers. On fait un petit bilan sur ce qui a été positif et les axes d'amélioration, qu'est-ce qu'on peut changer pour l'année d'après. On effectue des adaptations si c'est nécessaire pour l'été, si l'enfant fréquente le centre de loisirs, ou sinon on se revoit fin d'été avec les familles, parce que dans un été, beaucoup de choses peuvent changer dans le comportement des enfants. Et le bilan avec la famille, même principe, les aspects positifs, les axes d'amélioration, du point de vue de la famille, en fait. Est-ce que ça a répondu à ses attentes voilà, et il y a une transmission du bilan final à l'équipe. Voilà pour l'accueil. Donc la démarche de coéducation au sein de la communauté éducative, qui pour moi est une réelle plus-value vraiment dans la prise en charge des enfants en situation de handicap. Et l'objectif là du service, c'est de provoquer vraiment des opportunités pour créer du lien, favoriser les échanges et soigner les relations en fait entre les professionnels, puisque ça a forcément un impact après sur l'atmosphère au sein de l'équipe et donc sur le bien-être des enfants. Donc on a, je vous en ai parlé tout à l'heure, la formation une fois par an, où on ferme le centre de loisirs un mercredi dans l'année, et on a une formation dispensée par la psychologue qui est la même qui dispense les analyses de pratique professionnelle. Donc en plus maintenant ça fait 3 ans que tout le monde la connaît. Donc voilà, c'est il y a une très bonne ambiance, très bonne atmosphère, c'est très fédérateur, ça resserre les liens. Cette année on l'a fait au mois de décembre. Je pense que je rechoisirai cette date parce que du coup il y a eu la rentrée scolaire qui est passée, on a eu nos difficultés, etc. Et hop, on se pose et on trouve des solutions ensemble. Voilà, après on a les actions éducatives collectives. Donc ça, c'est depuis le premier PEDT, on organise des événements, des actions en commun. Et vraiment, chacun participe en fait à la construction de cette journée. Les enseignants, les animateurs, les ATSEM, les AESH. Donc là, les dernières qu'on a mises en place, c'est les Olympiades. Alors, c'est la seule où j'avais une photo de toute l'équipe, parce qu'on pense jamais à prendre une photo de toute l'équipe. Voilà. Ensuite, on a aussi les dispositifs qui sont intégrés dans le PEDT, savoir nager, savoir rouler, où en fait là, le service intervient vraiment en soutien humain. Et il y a un animateur qui était sur toutes les séances du savoir rouler, un animateur qui est sur toutes les séances du savoir nager. Et participation, voilà, certaines sorties, certaines journées à thème. Et le PEDT et le plan mercredi, qui sont aussi des supports vraiment pour tendre vers la coopération entre les équipes, et qui est donc intégré au PEDT comme le projet inclusif. Et en fait, en début d'année scolaire, en octobre, il y a une présentation de ces dispositifs qui est faite en même temps à tous les acteurs, enseignants, ATSEM, AESH. Un petit moment sympa, et après on fait un petit apéro pour bien entamer l'année scolaire au sein de l'équipe. Voilà pour la coéducation. Nos perspectives d'amélioration, les choix de support de communication en fait. Donc là c'est Marie qui est venue sur la commune pour qu'on échange à ce sujet.
pour rendre nos supports en fait de communication plus lisibles et plus inclusifs, avec l'utilisation de polices plus claires et des pictos. Donc on a commencé petit à petit parce que c'est long en fait de changer tous les supports et de changer nos habitudes, de plus justifier son texte et de plus mettre plein de jolis dessins et de jolies couleurs. Donc on a commencé par les plannings en fait d'animation qui en plus sont pas toujours consultés par les familles. Donc là, de changer finalement le support et la façon de présenter. Donc je sais pas, Marie, si tu pourrais peut-être afficher le planning. C'est le premier document en dessous info famille. Si ça fonctionne. Voilà, donc du coup d'essayer d'être... Alors là, j'avais pas encore téléchargé la bonne police. Je me compte pas. Voilà, c'est ça. Mais voilà, et puis en fait, finalement, on se rend compte que ça peut être utilisé aussi par les enfants quand on présente le planning. Et c'est clair, hein, en un regard, on a les infos importantes. Les objectifs toujours. Et ensuite, si tu peux descendre, Marie, sur les activités, les dates, et puis 2 petits pictos pour symboliser ce qui est prévu sur les journées. Donc ça, c'est vraiment le premier support qu'on travaille et qu'on va continuer à travailler. Et pareil pour les fly, quand on annonce les vacances scolaires, etc. C'est bon, tu peux revenir sur le diapo, Marie. Et la nouvelle structure. Donc en fait, ce soir, on inaugure le centre de loisirs. C'est une grande journée pour moi aujourd'hui. On a déposé en 2020 une demande de subvention auprès de la CAF pour créer un centre de loisirs, une structure vraiment propre à l'accueil des enfants sur temps périscolaire méridien. Et pour appuyer cette demande, en même temps, on a déposé une demande d'action financement pour mettre en place des actions dans la démarche inclusive. Donc ça a été accordé et ça y est, en fait, la structure est prête. Elle est presque prête parce que c'est long de pictoriser toute une structure. Mais voilà, on a vraiment travaillé sur le choix du mobilier. Marie est venue parce que le mobilier avait déjà été choisi avant que soit créé le pari, mais on n'a pas fait de fausses notes, donc c'est chouette. Donc j'ai fait juste quelques photos parce que on est en train de l'aménager. Donc là en bas c'est la salle des petits et là on voit en fait les espaces vraiment aménagés, les coins comme on rêve tous d'avoir quand on est animateur et qui est identifié par les pictos. C'est pareil pour le choix des robinets par exemple, de pas mettre des boutons poussoirs mais plutôt les gâchettes qui sont beaucoup plus faciles d'utilisation pour les enfants en situation de handicap, mais aussi pour les enfants de 2 ans et demi, 3 ans qui rentrent à l'école, ou des enfants qui ont les mains pleines de peinture. Là, à terme, on va installer une tente Snow Zélène. On a 2 agents qui ont été formés à cette méthode-là. Donc, soit ce sera fait dans l'été, soit pour la rentrée, pour pas tout faire en même temps et pas surcharger les équipes. Voilà, et la dernière perspective d'évolution, c'est le projet de proposer en fait des menus sous forme de pictos aussi avec l'aide du CODES. Donc c'est le pari qui nous a renvoyé vers le CODES qui peut nous accompagner. Donc on le fera pour la rentrée, je pense. Et voilà, c'est terminé pour moi. Je vous remercie. Allez. On peut attendre un petit peu parce qu'ils vont lancer le diapo. Je fais quoi avec ça? Tu passes tes slides. Ouais. Ok. Et t'as un petit laser si tu veux. Non, ça. Tu veux pas un petit laser? laser. Bonjour à tous, donc Milo Perrine, donc je suis coordinatrice du PEDT pour la ville de Fréjus et référente accueil inclusif dans le cadre des accueils périscolaires et ACM de la ville. Ah oui, c'est à moi de faire ça. Donc je viens vous présenter le projet qu'on a mis en place sur la ville. Pour nos présentations, ce qui est intéressant, c'est l'échelle des collectivités qui est différente. Je maîtrise vachement bien la... Voilà. Alors, pour vous montrer un petit peu l'échelle, donc nous, c'est 4800 enfants scolarisés, 4000 enfants mangeants.
On a environ 670 places le mercredi, 1000 pour l'été, donc c'est démultiplié forcément. Des temps, une déclaration sur tous les temps, donc périscolaire, mercredi, extrascolaire, ce qui équivaut à 25 directeurs ACM, 80 animateurs et 10 personnes ressources. Je vais vous présenter le poste des personnes ressources plus loin dans la présentation, mais c'est des personnes qui viennent en soutien aux équipes autour de l'inclusion. Donc en fait, on est parti du constat en 2016, avec les changements de rythme scolaire, on est parti du constat qu'il y avait une très forte demande des familles pour l'accueil d'enfants en situation de handicap, que les équipes étaient volontaires, elles avaient envie, mais elles avaient peur de mal faire, et que du coup, il y avait quand même des difficultés sur les centres pour les prendre en charge. Et il y avait aussi un très gros sentiment de la part des familles, un sentiment de répétition, à toujours devoir réexpliquer comment est l'enfant, quelles difficultés il a. Et ça devenait lourd pour tout le monde de devoir refaire à chaque fois la même présentation. Donc pour ça, on a créé du coup le poste de référente accueil inclusif que je représente. Alors, on a eu la chance cette année d'être en renouvellement PEDT. Donc, du coup, je vais vous parler du nouveau PEDT. On en a fait un axe fort sur le PEDT et sur le plan mercredi. C'est vraiment un outil qui permet d'asseoir cette envie et du coup de pouvoir en discuter avec l'éducation nationale et avec les différents partenaires. Nous, dans ce PEDT, dans ce plan mercredi, on a enlevé la notion de handicap. On l'a ouvert à des besoins spécifiques. Ça va de l'enfant qui arrive en première année de maternelle, qui a très peur de l'adulte, très peur du collectif, à l'enfant qui est identifié, notifié MDPH. Le besoin, il peut venir des familles, parce qu'elles ont déjà eu un travail sur leur enfant, ou des équipes. On a créé cette démarche et ce dispositif pour les équipes dans les ACM, mais aussi pour les familles, pour leur dire qu'on les prenait en charge et qu'on allait les soutenir tout pendant leur temps de présence dans les ACM. Du coup, on a dû formaliser des documents, je vais vous les présenter plus tard, pour capitaliser nos connaissances et sortir du ressenti. Parce que sur l'ancien PEDT, on était beaucoup sur du ressenti et je m'étais inscrit au module 7 du CODES 83 sur l'analyse de pratique, je vous le conseille vivement. C'est un moment où quelqu'un vous dit stop et vous aide à reprendre un peu de champ et à vous montrer là où vous avez atteint votre objectif ou ce qui reste à faire. C'est hyper bienveillant et ça permet de structurer un peu toutes vos idées et toutes les idées qu'on avait sur cette question. Parce qu'on peut abreuver d'envie, d'idées, et du coup, les gens qui sont en face de nous, parfois ont un petit peu de résistance ou un petit peu de distance en disant « Oh là, attends, j'ai 96 enfants, tu me demandes d'en accueillir 5 en plus », enfin voilà. Donc pour ça, ensuite on a fait tout ce qui est on a axé aussi sur la formation du personnel, donc principalement avec le Paris 83 et la formation financée par la CAF et les Francas du Var, c'était ceux qui nous ont mis le pied à l'étrier dès le départ. Et ces formations, elles sont importantes pour déjà déconstruire des a priori des professionnels, parce qu'on n'est pas tous sensibles à la question de la même manière. Hein. Sur 24 directeurs et 80 animateurs, on part de l'humain qui a très envie et qui est hyper sensible sur la question à l'humain qui a un rejet complet de la question de l'handicap. Et tout ça, il faut le déconstruire avec lui pour lui dire que
Enfin voilà, il faut sortir des a priori et sortir des habitudes professionnelles. Ensuite, ça a permis aussi de conforter les formations, ça a permis de conforter les équipes sur le fait qu'il n'y avait pas forcément besoin d'un adulte supplémentaire. C'était pas qu'une question de personnes supplémentaires sur l'équipe, mais parfois un petit aménagement, on va prendre 5 minutes de plus pour expliquer à l'enfant ce qui va se passer dans la journée, permet de faire que sa journée se passe bien, et on n'a pas forcément besoin qu'il y ait un adulte en plus avec cet enfant. Et ensuite, le conseil, enfin, si j'avais un conseil à vous donner, et loin de moi d'avoir cette pensée, mais c'est l'adhésion au réseau et le lien étroit avec l'éducation nationale. Parce que rentrer dans un réseau d'acteurs, ça permet aussi de montrer au reste de votre équipe que c'est possible et que il se passe plein de choses, il existe plein de choses, il faut juste aller les chercher et les mettre et les adapter dans nos structures. Et ça permet aussi de se rendre compte qu'on n'est pas seul et qu'on n'est pas démuni face à des enfants ou à des familles, de choisir les bons mots. Enfin, ça permet de se sentir soutenu. Mais aussi forcément, et vous savez qu'on peut pas passer à côté, hein, c'est le lien avec l'éducation nationale. On n'avancera pas autant si on ne crée pas quelque chose avec eux sur le terrain. Donc ça veut dire se présenter, l'accompagner dans ses difficultés, parce que forcément ils sont accompagnés par les MASCO, toute cette partie-là, mais sur les temps méridiens, ils sont parfois livrés à eux-mêmes, ils ont besoin d'écoute, que juste 5 minutes, de prendre 5 minutes avec eux, ils se rendent compte qu'en fait ils sont pas tout seuls, de participer aux équipes de scolarisation, de les aider ils doivent partir en classe transplantée, la commune de Fréjus va accepter qu'un animateur parte avec eux sur la semaine, enfin voilà, d'être des facilitateurs. Et quand on a leur adhésion, ils vous laissent rentrer dans leur temps scolaire, et ils vous identifient vraiment comme un acteur important sur l'inclusion. Alors les choses, entre autres, vont changer à la rentrée de septembre, donc ça, je ne sais pas ce qui va se passer, mais du coup, l'éducation nationale va prendre en charge tout le temps scolaire de l'enfant et surtout de l'AESH. Parce que nous, à un moment, on intervenait sur le temps de midi, donc on recrutait des personnes pour prendre en charge ces enfants, ce qui, à partir de septembre, est terminé. Donc, on refera l'année prochaine le bilan de ce changement. Merci. Oui, merci. Alors, sur la ville de Fréjus, ça se passe comme ça. Donc, il y a une référente inclusion qui est moi-même. Donc, je suis l'interface, grosso modo, entre l'administration, les équipes, les familles, les enfants et l'éducation nationale. J'ai souhaité avoir un binôme du côté administratif aussi, puisque nous, on est régi par une régie unique. En fait, les parents viennent au même bureau et inscrivent sur tous les différents temps l'enfant. J'ai fait un binôme avec une secrétaire pour amener les interrogations, comment ça va se passer s'il y a une notification MDPH et ainsi de suite. Donc ensuite, l'équipe de 10 personnes ressources. Alors, on a fait le choix d'appeler ces personnes des personnes ressources. On s'est très 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 longuement interrogé sur l'appellation. En fait, c'est des personnes qui viennent et qui apportent leur soutien et leur aide. Elles sont forcément plus formées à la notion d'handicap, de particularité, puisque nous, à l'échelle de 120 professionnels, c'est très 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 compliqué pour former tout le monde. Donc on a dû commencer par ça. Donc ces personnes, elles n'ont pas elles n'ont pas forcément un BAFA. C'est des personnes qui ont une sensibilité autour de l'handicap ou qui ont été AMP. Enfin, elles viennent, elles ont été AESH. Enfin voilà, on est vraiment sur de la sensibilité. Et elles travaillent à temps plein pour la ville de Fréjus.
On a fait une charte d'accueil pour famille. Voilà, donc c'est celle-là. En fait, c'est pour informer le grand public sur ce que on fait dans les ACM. Il y a, bon, comme je vous l'ai dit, la formation du personnel et la participation aux différents ateliers. Je demande aux équipes d'être dynamiques dans ces journées de formation ou de sensibilisation. Enfin, j'essaye au maximum d'envoyer 2 personnes à chaque fois qu'il y a une sollicitation autour de cette question. Il y a les projets d'animation. Forcément, moi, je m'adresse aux adultes et aux professionnels, mais les professionnels doivent forcément s'adresser aux enfants et ils ont des petits projets d'animation. Il y a plein de choses qui se font pour sensibiliser les enfants, dont un escape game qu'on a testé de Canopée, si je dis pas de bêtises, qui est très bien et il est téléchargeable gratuitement. Et on a fait le choix dans le budget de prendre une petite partie du budget sur du matériel adapté. Alors matériel adapté, c'est surtout j'ai perdu le terme, mais des fidgets, des petites cabanes où ils peuvent se mettre tranquilles, voilà, c'est ce genre de matériel-là. Merci. Donc on faisait toujours un peu d'à peu près, on tâtonnait et avec le Codes 83 et principalement la préconisation qui nous avait dit c'était de formaliser les choses. Donc on avait testé, on avait fait tout ça et maintenant il fallait passer à l'étape de formalisation. Donc je n'ai rien inventé. J'ai utilisé les supports du Paris 83 qui sont téléchargeables. L'avantage, c'est que vu qu'ils ont été validés par la MDPH, de plus en plus, on est sollicité par la MDPH pour dire est-ce que vous rencontrez de vraies difficultés avec cet enfant? Donc, ce qui permet, au lieu de faire un mail en disant oui, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, maintenant, on envoie le document à la MDPH et souvent, ça conforte la notification ou la demande en temps des familles, en fait. Donc ça, le livret d'accueil, alors c'est le premier. Le livret d'accueil, il est là pour faire ressortir les besoins de l'enfant. Il peut être rempli par les familles, mais il peut être rempli aussi que par les équipes. C'est vraiment du cas par cas. Forcément, c'est un livret qui reste entre nous, il n'est pas divulgué, voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait toute cette étape, que la famille est arrivée au centre, que l'enfant est pris en charge, on a ce qu'on appelle une grille d'observation. C'est pareil, c'est téléchargeable sur le Paris 83. Ça permet aux équipes de sortir du ressenti et de pouvoir faire le point sur des items très précis et très faciles pour nous, accueil de loisirs, de visualiser. Par exemple, est-ce qu'il a des contacts avec ses copains? Est-ce qu'il a des contacts avec les adultes? Est-ce qu'il comprend une consigne? Enfin, voilà. Je vous invite à aller voir ces documents, ils sont très bien faits. Et ce qui vous permettra de gagner du temps si vous devez faire cette étape-là. Et la dernière, c'est la fiche récap, donc toujours pareil, téléchargée du Paris 83. Celle-là, nous, à Fréjus, je l'utilise pour informer l'élu des enfants à besoins spécifiques sur les écoles. Parce que souvent, il est face à des parents qui ont des questions et souvent, avec cette fiche récap, ça permet à l'élu d'avoir une meilleure connaissance sur les enfants. Mais elle peut être utilisée pour vos équipes et ce genre de choses. Et dernièrement, il fallait qu'on fasse un petit focus sur les financements. Donc nous, à la ville de Fréjus, principalement, c'est une volonté communale, donc forcément un budget alloué de la commune. Mais on a le bonus inclusion. Forcément, il pèse plus pour nous puisque à l'échelle des nombres d'enfants qu'on reçoit, notre bonus inclusion est beaucoup plus important. Il y a l'appel à projet aussi de la CAF sur l'inclusion.
Voilà, et il peut prendre l'échelle que vous souhaitez, hein, il n'y a pas de petits projets ou de grands projets. Et la convention territoriale globale, parce que ça peut être vraiment un support sur les formations, sur cette mise en réseau au sein de votre territoire, et je pense qu'on peut vraiment s'appuyer sur eux pour mieux se connaître, mais vraiment à l'échelle du territoire. Voilà pour ma petite présentation.